Je voudrais encore lancer, si vous voulez bien, excusez-moi, un appel par rapport au livre. Donc, on n'a pas de maison d'édition. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas de circuit de distribution de ce livre. C'est avant tout, comme vous l'avez compris, un livre militant, un livre. On attend aussi que ça aide les gens à s'engager dans cette affaire-là et dans les affaires similaires. Donc, ce que je voudrais aussi vous demander, si vous voulez bien, quand vous partirez, c'est si vous voulez nous aider pour la diffusion du livre, de laisser vos noms et vos coordonnées pour qu'on puisse, si vous dites, voilà, moi je pense que je pourrais en diffuser 10, 20, 30, ça nous aiderait beaucoup parce que comme pour la diffusion du livre, tout ce qu'on a fait pour Ali, on a toujours dû compter sur la solidarité et le militantisme. Donc je vous envoie lancer un appel, je vous laisser vos coordonnées si vous vous sentez des petits vendeurs en herbe. On ne connaît pas non plus encore le prix, mais en tout cas, ce sera un prix de base. Il est évident aussi que s'il y avait des bénéfices pour ce livre, il serait versé au comité de soutien pour aider pour les frais qui sont quand même très grands, les frais d'avocat, les frais de déplacement au Maroc, etc. pour la famille. Donc voilà, nous avons un appel encore une fois à votre sens militant et à votre sens pratique. Ben voilà, comme je vous ai dit, on est très heureux d'avoir avec nous, bien sûr, Farida, qui est le pilier du mouvement de solidarité pour son frère Ali, mais aussi Rachida, l'épouse de Abdelkader Belirach, qui est avec nous. Et donc, on va avoir un petit entretien entre nous, et après, si vous avez des questions, vous les adressez à ces deux femmes exceptionnelles. Donc, je vais commencer tout simplement en leur demandant de se présenter brièvement, aussi bien leur relation avec Ali qu'avec Abdelkader, et de nous dire aussi depuis quand les problèmes, comme on dit, ou l'arrestation, comment ça s'est passé. Moi, je pense que tout le monde sait que je m'appelle Farida Arras. Je m'appelle Farida Arras. Je suis la sœur de Ali Arras. Il veut m'obliger à dire le nombre d'enfants que j'ai. C'est honteux de sa part. On peut le présenter. J'ai 7 enfants, effectivement. Bon, je suis active, je suis une femme active, on va dire. Ça ne m'a pas empêché. Le fait d'avoir 7 enfants ne m'a jamais empêché d'aller au-devant. Et c'était bien avant que mon frère ne soit mis en détention. Mais je crois que la situation d'Ali a fait que j'ai multiplié mes activités, souvent pour oublier, mais aussi parce que, comme on le sait très bien, c'est quand on regarde le malheur des autres, on vient un petit peu oublier le sien, et ça m'a permis de continuer à vivre normalement. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'avoir Rachida à cette table. Moi, j'estime qu'elle a gardé trop longtemps le silence et je suis vraiment très très fière de l'avoir ici. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et sachant que on a posé la question à son mari alors qu'il venait de se faire arrêter et se faire interroger par les méthodes utilisées par le Maroc. Tout le monde sait qu'on torture sauvagement et qu'on obtient tout ce qu'on veut qu'on dise. On lui avait juste posé la question s'il connaissait un certain Ali Arras. Je rappelle qu'Ali Arras était un libraire connu de pas mal de personnes. Il a répondu oui à la question et qu'à partir de là, toutes les conséquences désastreuses ont suivi. On aurait peut-être apprécié ou aimé, ou je ne sais quel terme utiliser,
que j'en veuille à l'épouse de celui qui a dit oui, je connais Eliaras. Je m'oppose à ce genre de pratique, au contraire. Je pose des questions, je m'informe, je vais au-delà, j'essaie de comprendre. Et pour finir, j'ai bien heureusement compris qu'on est des victimes d'un système qui veut qu'on soit tous divisés d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas qu'ils parviennent, et c'est à nous de leur prouver que non, on ne se divisera pas. Comme le disait tout à l'heure Luc, on renforcera l'unité et on se battra ensemble contre ces méthodes injustes, iniques et sauvages de la part de différents États qui pour moi sont non seulement le Maroc, mais la Belgique également et l'Espagne. Merci Farida. Voilà comme introduction, Rachida, tu peux brièvement te présenter. Donc, je m'appelle Ati Rachida, je suis la femme de Beliraj Abdelkader, j'habite à Gand et j'ai 3 enfants. Donc, je n'ai aucune famille ici en Belgique, donc je vis avec ma petite famille à Gand, un peu très isolée je trouve. Je suis pratiquement tout ce que fait Luc et tout ce que fait Farida, mais toujours via Internet ou Facebook. C'est vrai que bon, la première question, la grande question qui se pose, pourquoi je n'ai pas réagi du premier coup, ou alors depuis 2008, depuis l'arrestation de mon mari. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de réponse à cette question, mais les premiers directives, ou la première lettre que j'ai reçue de mon mari, c'était occupe-toi des enfants, et c'était occupe-toi des enfants. Pour moi, j'étais premièrement trop figée et trop choquée par toutes les accusations infligées à mon mari. Donc vous pouvez imaginer qu'une affaire comme celle-là, que l'on a nommée au Maroc l'affaire du siècle, on peut pas, quand on s'y attend pas, quand on a vécu 20 ans avec un homme sans le moindre problème, et du jour au lendemain, on se trouve à la merci de tous les médias, lynché quasi par tous les médias, ici en Belgique et aussi au Maroc. La première réaction, surtout que je n'ai pas l'habitude à faire face aux médias, donc la première, c'était essayer de protéger mes enfants, de ne pas paraître, de me garder près de mes enfants et je pense que c'est ça. Et puis il fallait juguler le problème, il fallait réaliser ce qui se passe. Et je trouve que ça m'a pris énormément de temps, parce que c'est déjà 3 ans. Je n'ai pu rencontrer Luc qu'1 an après, donc je ne savais. Moi je trouve que le livre qui a été écrit est extraordinaire, dans le sens où il dit qu'il y a énormément d'autres cas qui n'arrivent pas, qui ne savent pas où aller, surtout après avoir reçu un choc, où aller, à qui s'adresser. Donc moi, Luc, je ne l'ai vu qu'1 an après, et c'est vrai qu'il a essayé par tous les moyens que je vienne, que je puisse témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que mon mari a vécu, du procès, de tout ce qui s'est passé au Maroc. Je suis en train de revivre le procès de Arras exactement comme j'ai vécu le procès de mon mari. C'était un calvaire. Avant de commencer, c'était 10 reports. Et tout ce qui s'est dit, donc c'était ça qui a fait que je ne suis pas apparue du premier coup. C'est apparemment c'est jamais trop tard. Je suis aussi très contente de venir ici et d'essayer de témoigner seulement peut-être de ce que j'ai vécu ce mois passé au Maroc. Merci Rachida. Je pense que
Alors, le point que Farida a abordé, c'est-à-dire oser parler et aller vers le public, je pense que, pour ce que moi j'en sais, je pense que Farida et sa famille ont été les seuls à oser publiquement, les médias, les politiques, ouvertement, etc. Ce qui ne veut pas dire que toutes ces familles n'ont pas résisté, comme a dit Rachida, avec leur famille, en essayant toutes les démarches possibles, mais sans nécessairement trouver un espace public dès les débuts. Donc je pense que cette résistance, elle a été là dès les débuts. Donc, mais justement, ce qu'on a voulu démontrer à travers l'affaire d'Ali, c'est aussi et justement, et c'est pour ça qu'on a appelé ce point souffrance et résistance des familles, la souffrance des familles, effectivement. Donc je voudrais poser sur ce point-là, justement, aussi bien à Farida qu'à Rachida, ce qui est pour eux le sentiment le plus dur à vivre, c'est-à-dire il y a cette attente en permanence, il y a cette incertitude en permanence sur ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'ils peuvent nous dire quelque chose là-dessus? Parce que je pense que c'est essentiel, que c'est fondamental pour trouver aussi une dynamique dans notre lutte et dans notre combat. Donc, qu'est-ce qui a été pour vous, ou qu'est-ce qui est toujours pour vous, ce sentiment de souffrance des familles quand on a quelqu'un en prison comme Ali ou comme Abdelkader depuis 3 ans, presque 4 ans? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, avant d'aborder l'autre point? Quand on me pose ce genre de questions, j'essaie d'avoir un peu de retenue, parce que ce n'est pas les méchancetés qui manquent qui affluent en fait. J'ai envie de dire des tas de choses qui sont légitimes et très dures à entendre. Mais on va se limiter à dire qu'en fait, enfin moi en tout cas, ce qui m'a semblé le plus dur dans cette souffrance, et on va dire ce qui attise davantage cette souffrance, c'est la non-réaction de la part des instances auxquelles on fait appel, parce que c'est eux malheureusement qui tiennent le pouvoir, et donc de qui on pourrait s'attendre à une aide qui aurait une certaine efficacité. Ben non, on nous frappe en quelque sorte la porte au nez en nous disant, pour moi par exemple, c'est vrai que j'ai mis 1 an avant de réagir activement au cas de Ali, mais c'était pour la simple raison qu'on pensait, donc on nous parlait de détention provisoire, et qu'on pensait qu'il y avait une erreur, et que cette erreur allait être éclaircie à un moment donné, mais qui malheureusement, au fur et à mesure que les mois passaient, et qui entre-temps, donc, pendant tout ce laps de temps donc, qui a duré un peu plus d'1 an, il fallait aussi soutenir sa famille financièrement, parce que du jour au lendemain, se retrouver sans argent, sans aide financière, et que donc on est accaparé par des soucis financiers, par des soucis, on se dit la donne va changer. Ali lui-même, il y croyait, il disait c'est une erreur phénoménale, mais ils vont réaliser, donc patientons un petit peu. Donc au départ, on y croit, on s'est dit voilà, ça va être éclairci, mais non, malheureusement non. Et le côté le plus dur, on va dire, dans cette souffrance, c'est l'hypocrisie, les mensonges qu'on nous jette à la figure chaque fois qu'on appelle. Moi, j'ai eu le Premier ministre, enfin le ministre des Affaires étrangères, M. Van Ackeren, qui a, par ses représentants, je vais dire, qui m'ont dit à plusieurs reprises que non, il n'interviendrait à aucun moment, même quand Ali était en grève de la faim et qu'il souffrait atrocement, aucune assistance aussi minime soit-elle lui a été apportée, alors qu'à ce moment-là, il était encore en période de détention provisoire. On pouvait croire qu'il n'en soit rien dans tout ce qu'on soupçonnait qu'il ait fait. Mais non, donc à aucun moment, et c'est cette surdité qui fait souffrir le maximum, parce qu'on se dit, mais dans quel monde vivons-nous? Est-ce qu'il y a une justice quelque part? Si déjà dans un état de droit comme celui-ci,
On me laisse entendre clairement, mais non madame, le Maroc ne torture pas. Gardez confiance à la justice espagnole, et même s'il venait à être extradé, il ne risque rien. Au Maroc, on ne torture pas. Moi, je sais qu'ils savent qu'ils torturent. Les autorités belges savent très très bien que le Maroc use des méthodes pour le torture. Juste un point qui est très très récent. Je vais citer un nom. Je n'ai peur de rien, je le dis bien, je n'ai peur de rien. Et même si mon frère devait y passer par ce qu'on dénonce, j'en serais honorée parce qu'on aura gardé la tête haute et qu'on a réclamé que justice soit rendue. Chentouf, qui est le juge qui a jugé l'affaire d'Ali Arras, est le même juge qui avait, vers qui avait été amené mon frère après les 12 jours de torture non-stop. Je dis bien 12 jours, mais 12 nuits également. Il était à 24 jours de grève de la faim. Pendant ces 12 jours, il n'avait toujours rien mangé. On lui donnait des petites quantités d'eau. Imaginez-vous dans quel état il devait être lorsqu'on l'a amené chez ces juges. Chentouf, je le dis bien, retenez bien ce nom. Et c'est ce même juge qui va juger correctement mon frère. Je vous pose la question. Est-ce qu'un juge qui nie totalement qu'il y a eu torture alors que c'est lui qui le reçoit après les 12 jours d'audition sous la torture, va-t-il juger une personne qu'il a vue quelque temps avant, donc il a vu les séquelles de cette torture, va juger correctement Ali? Que peut-on espérer de la part du Maroc? Donc, pour ma part, ça dure depuis déjà presque 4 ans. Le début, c'était la première année, c'était une année... donc, c'était une année que je ne pourrais jamais décrire. Les débuts, c'était vraiment trop difficile. Surtout que, comme j'ai dit, quand on a vécu 40 ans sans avoir jamais avoir un policier, et puis quand vous entendez ça, vous vous réveillez, vous entendez ça dans la presse, et quand votre téléphone n'arrête pas de sonner, et qu'on vous dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et que le Maroc appelle, et que la Belgique appelle, et que tous les journalistes sont mobilisés devant votre maison, qu'on commence à faire du live devant la maison, qu'à 10h du soir on vient avec un énorme projecteur pour filmer la maison et qu'on aille à l'arrière, qu'on vous suit en voiture quand vous amenez vos enfants à l'école, quand vous êtes suivi en voiture et qu'un journaliste vous accoste devant l'école, devant les parents des élèves et qu'on vous demande, madame, dites quelque chose, seulement pour faire une manchette. Et c'était un journaliste de la chaîne 2M marocaine, parce que aucun autre, enfin ici, des gens d'ici ne me l'ont jamais fait, mais être suivi en voiture et jusqu'au parking de l'école, et puis sortir avec une grosse caméra. Et quand j'ai pas voulu réagir, il a commencé à interviewer. Quand il y a quelque chose comme ça qui vous tombe sur la tête d'un jour au lendemain, j'ai pas de mots pour dire. Et quand vous devez expliquer ça à vos enfants, et qu'au dernier moment, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, dites. Et quand vous avez comme des gens de... Je dis que c'était des paparazzi, parce qu'il y avait des flashs dans la maison de partout. J'éteignais toutes les lumières et je baissais tous les rideaux. C'est énormément de détails que je ne vais pas pouvoir aujourd'hui, maintenant, tout dire. Mais c'est une souffrance pas possible. Vous restez toute seule, sans le moindre revenu. Vous avez la responsabilité de 3 garçons scolarisés et vous avez la responsabilité de votre mari qui est de l'autre côté et qui doit avoir un avocat et vous devez vous battre, vous devez vivre, vous devez être forte devant vos enfants.
Vous devez les emmener à l'école et les ramener, et vous devez aller travailler et faire face au regard des parents d'élèves. Moi, ce qui m'a vraiment tué, l'école même, ils ont été très compréhensibles. L'administration, parce que les journalistes sont allés à l'école. Ils ont voulu parler au directeur et même à tous les directeurs qui étaient. Quand votre fils vous dit que nous sommes allés chez le bourgmestre pour faire une visite avec l'école et que la photo de votre mari se trouve sur le bureau du bourgmestre et que mon fils soit confronté à ça, quand votre fils en maternelle fait du bricolage avec d'autres enfants et que dans le journal avec quoi il bricole, il y a la photo de votre mari et qu'il leur dit à celui-ci, c'est papa, et il n'est pas, il ne sait pas. Quand vous avez tout ce flux de choses qui vous tombent en une fois sur la tête, je vous laisse imaginer. Je n'ai pas de mots pour dire. Pour dire la souffrance, enfin la première année, je ne pourrais même pas écrire ça, je ne pourrais même pas décrire ça. Surtout quand vous n'avez jamais eu affaire à ça, quand vous n'avez jamais eu affaire à une organisation humanitaire ou à des policiers, quand la police scientifique rentre chez vous et débarque avec des chiens et des détecteurs d'armes et tout, et que vos enfants sont là et voient tout ça, je vous laisse... et c'est-à-dire, ne me demandez pas après pourquoi je n'ai pas réagi du premier coup. C'est pour moi... D'ailleurs, on m'en veut maintenant, et je m'en veux, je culpabilise. J'aurais dû être encore plus forte. Et je devais rester debout, et je devais rester debout. J'estime que je suis restée quand même debout. Je n'avais ni père, ni mère, ni frère, ni personne ici en Belgique. Mais on est là. Mais j'ai estimé que j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire je me suis réveillée tous les jours, tôt le matin, quoique je ne dormais pas toute la nuit. Je me réveillais le matin et j'emmenais mes enfants à l'école et je devais faire face à tous les regards, mais je les ai emmenés quand même. Voilà, ça c'est le début. Et puis c'est une saga qui continue. Moi j'ai commencé un petit peu à oublier. Et quand maintenant j'entends ce qui se passe, le procès, j'ai suivi le procès, moi je vis plus au Maroc, je suis ici en Belgique, je n'y vais qu'une fois par an pour voir mon mari, seulement pendant l'été, pendant ces vacances d'été. Je suis normalement ici, mais je vis l'actualité du Maroc, j'ai tout, je suis tout ce qui se passe. Et après 4 ans, c'est un peu parce que le procès a été conclu et puis il y a eu une condamnation. Je vais dire à mort, c'est pas une condamnation à perpétuité. Et maintenant, quand je reprends ça quand j'entends, quand je vois les images avec Ali, et quand c'est tout qui revient en surface. Voilà. Je voudrais aborder un troisième point, c'est quand Rachida a dit vous avez la responsabilité de votre mari qui se trouve loin, vous avez la responsabilité de trouver des avocats, etc. Ça me fait penser à ce que Dunia Alamat, qui est l'avocate de Ali, m'a dit. Elle a dit, vous devez vous imaginer ce que c'est, parce que j'ai travaillé à la prison de Saint-Gilles, je sais comment c'est difficile et combien c'est difficile pour les familles déjà ici. Mais quand vous avez un frère ou un mari qui est comme Ali, d'abord en Espagne, après au Maroc, où il faut assister à toutes ces audiences, quand elle vient de dire une fois par an, je veux aller le voir. Donc on est dans des situations à l'américaine, donc où il y a vraiment quelques milliers de kilomètres à faire juste pour une visite, pour assurer une défense, etc. Donc, j'aimerais quand même aussi aborder avec mes invités le point, comment faites-vous financièrement aussi, hein? Parce que
vous pouvez bien vous imaginer que c'est extrêmement difficile. Donc, j'aimerais bien qu'il nous en dise un mot sur ce saga, pas seulement judiciaire, mais aussi financier. Bon, je vais profiter justement de cette histoire du côté financier. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui, depuis le départ, ont contribué à payer justement tous ces frais, que ce soit les frais donc, les honoraires des avocats, ou que ce soit donc les frais de voyage, les frais de logement une fois sur place au Maroc. Il y a eu de l'aide, je remercie toutes ces personnes pour leur générosité. Ce que je déplore par contre, c'est que moi ce qui m'attriste, je vais abuser de votre temps parce que c'est quelque chose qui normalement ne répond pas vraiment à la question, mais je trouve quand même ça très très important. C'est qu'on a ouvert un compte au nom de Ali, il est au nom de ma sœur. Mais c'est une sœur qui est du côté de ma mère, donc elle n'a pas le même nom de famille que moi. Donc, ce compte, on dit que c'est le compte d'Ali Arras. Donc c'est elle qui gère en fait, quand elle réceptionne ses montants, elle me les fait passer, on met ça dans une même caisse où il y a tout l'argent, donc on réceptionne de par les ventes des petits objets comme des badges ou autres, ou des événements qu'on organise pour Ali, pour payer tous les frais juridiques et autres, les frais de campagne. Mais malheureusement, ce qui m'attriste moi, c'est de voir que les gens, en fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que les gens ne prêtent pas vraiment attention à ce numéro de compte et qu'ils préfèrent donner à la main. Mais j'ai le sentiment quand même que les gens ont peur d'avoir un lien direct avec ce compte et qu'on les considère comme étant donc comme souteneurs d'une personne qui est soupçonnée de terrorisme et qui sait qu'il peut-être va être jugé et condamné à je ne sais combien d'années. Donc la crainte, elle subsiste, et moi cette crainte, je la porte, je la déteste. Pourquoi? Parce qu'elle vient freiner, en fait ce que justement pourrait débloquer, enlever ce nœud qui fait, encore une fois, que les gens se divisent et que ceux qui nous dirigent s'en portent que mieux, de voir que voilà, il y a cette crainte qui subsiste, donc c'est gagné. Il n'y aura jamais d'unité, il n'y aura jamais de mouvement renforcé par cette union qui fait que les uns et les autres font abstraction de leurs origines, leurs confessions. On n'en a rien à cirer. Honnêtement, il est temps qu'on se réveille. À chacun sa petite vie privée, ses confessions, ses prières, son athéisme, peu m'importe. On doit rester solidaire et mettre devant notre humanisme, notre soutien commun, notre mutualité. En fait, on doit vraiment former qu'un. Moi, je ne vois ça que comme ça. Il s'agit de la ligne, mais il y a des tas d'autres qui ne n'agissent pas, ce ne n'agit pas. Pour vous donner une idée concrète, maintenant, pour revenir à la question de Luc, on peut imaginer des montants. C'est vrai, moi, honnêtement, j'ai pris des avocats belges qu'à partir de septembre 2010, on est en septembre 2011, donc cela fait un an. Si je fais le compte, je l'ai fait, mais je vais arrondir. Si je tiens compte des honoraires des avocats belges, des quelques honoraires des avocats marocains, parce que pour le moment c'est mon père qui a pris la relève, des frais de transport des avocats qui ont dû partir en délégation chaque fois, et des frais donc de séjour sur place, eh bien, je vous annonce qu'on a fait les frais d'un montant de 30 000 € en une année. Comme ça, vous avez une idée large de ce que ça coûte. Il faudrait éviter que ça ne coûte à d'autres, pas seulement au niveau financier, mais au niveau de tout ce qu'Ali a vécu. Moi, je refuse de laisser une autre personne goûter à cette souffrance qui est celle d'être accusé ignoblement de choses qu'il n'a jamais faites. Et imaginez-vous l'état d'esprit dans lequel doit vivre Ali, de supporter ça depuis le départ, tout en se sachant innocent. Pour moi aussi,
le problème des avocats, c'est vrai que c'est un énorme problème. Ouais. Donc au début, il s'agissait, comme mon mari était au Maroc, il s'agissait de trouver un avocat au Maroc. Du moment que toute la famille de mon mari vit ici, et donc aucune connaissance de quel avocat, où allons-nous trouver un bon avocat, comment chercher un avocat, donc tout s'est fait dans la précipitation. Ils ont cherché un nom, un grand nom, et qui a demandé à l'ouverture du dossier 10 000 euros pour ouvrir le dossier. Et on voit que là-bas, les avocats se précipitent pour avoir ce dossier parce que ça allait être ça allait coûter très cher. Donc à l'ouverture du dossier, il fallait déposer 10 000 euros. C'était ma belle-mère présente au Maroc qui a dû avancer ça. Et puis il s'avère que c'est un avocat qui n'arrive pas, qui n'est pas là, qui n'est jamais là. On se rend compte, une grosse partie du problème du procès de mon mari, ce sont les avocats qui n'ont pas été, qu'on n'a pas pu, ou on n'a pas su choisir. Donc il y avait avocat sur avocat, chacun vient à l'ouverture du dossier prendre un bon paquet d'argent et partir jusqu'à ce qu'au dernier, en appel, on tombe sur M. Mohamed Sabba, qui est maintenant le secrétaire général du Conseil des droits de l'homme au Maroc. Pour ce qui est d'ici, il n'y avait pas moyen de prendre un avocat parce qu'il n'y avait pas moyen de le financer, tout simplement. Il y avait M. Hlali, un avocat de Gand, qui s'est proposé, qui a fait énormément, qui a fait pas mal, mais qui était donc dans la région néerlandophone, qui est néerlandophone aussi, et qui, sa voix n'a pas pu arriver vraiment du côté francophone, et qui a tout fait pour rien du tout, pour pas un seul euro. On avait pris au début aussi Lurquin, qui a fait jusqu'à un certain moment où il a été payé, mais par après, tout s'est calmé. Donc moi, je trouve que, oui, le problème et le financement des avocats est un réel problème dans ce genre de cause. J'oublie un détail d'importance capitale en fait. Je citais les honoraires, je citais les frais de voyage, les frais de séjour sur place, mais j'estime extrêmement important, en tout cas, et il y en a encore qui vont me gronder après, mais je tiens quand même à le dire, c'est que nous avons des personnes comme Luc qui fait partie du comité social. Et qui lui finance chacun de ses voyages par ses propres moyens, alors que tout le monde sait qu'il a perdu son emploi pour ses idées politiques. Donc le tout est lié. Donc moi j'estime que bon, il a été chaque fois, il n'a manqué pratiquement aucune audience, enfin aucune audience, si on peut appeler ça comme ça, vu que le procès vient à peine de commencer cette fois-ci. Mais il a été fidèle, il a tenu à chaque fois être là, à assister à chacun des soi-disant procès qui allaient être lancés, mais donc il a tout payé, à chaque fois il a payé ses frais de sa poche. Enfin, vous allez peut-être me trouver un peu exigeante, mais je le serai même pour quelqu'un d'autre de toute façon. Ce serait que dans votre générosité ou bien dans la diffusion de cette demande qui est importante, c'est-à-dire le financement et de la campagne et des frais juridiques, c'est qu'on puisse aussi offrir l'opportunité à ceux qui y vont pour donc former un comité de soutien sur place, de pouvoir également leur payer les frais de voyage et de séjour au Maroc, parce que Luc me disait que ça allait être très difficile d'y aller une autre fois, et franchement, je ne vois vraiment pas Luc rester ici. Moi j'ai envie qu'il soit là,
Ali en vient à s'habituer à sa présence à tel point qu'il en parle à travers la vitre. Il dit j'apprécie et j'aime cette personne qui me fait des signes de la main. Il me fait un V en guise de victoire, un pouce pour me dire que tout va bien, qu'on est avec toi. Il m'apporte tout ce que vous faites, donc des t-shirts avec mon image et des badges. Donc franchement, si Luc n'y va plus, moi je perds mes moyens. Bon, à chaque fois, Farida me met dans l'embarras, même si je pose la question. Merci Farida. Mais, donc pour conclure, peut-être, je pense que je vais poser la question aussi sur la résistance et la souffrance des familles au Maroc, où Rachida a séjourné pendant un mois pendant les vacances et où elle a participé aux différentes actions. Je pense que le point qu'on a abordé sur le soutien financier, que c'est aussi un appel à vous d'intervenir pour aider les familles qui ont un détenu dans les endroits que vous connaissez. Donc, j'aimerais bien demander à Rachida de nous raconter un petit peu sur ce qu'elle a mis sur son blog Facebook, où elle a dit « ça m'a un peu abasourdi cette expérience d'avoir vécu pendant un mois au Maroc ». Rachida, je te donne la parole et après je demanderai à Farida de nous parler sur les problèmes en Belgique. C'est la 4e fois que je pars au Maroc cet été et je ne pars que pendant l'été et que pendant la durée d'un mois, c'est-à-dire chaque fois que mes enfants sont en vacances. Je n'ai pas les moyens de partir pendant l'année et je n'ai pas aussi ni les moyens financiers, ni même, je ne sais pas où laisser mes enfants, si je dois partir ou si je dois emmener tous mes enfants pendant les 15 jours de... Donc c'est pas pratique du tout d'aller pendant l'année. Les enfants ne voient leur père que pendant l'été. Les 3 années passées, ça se passait plus ou moins, si je devais comparer avec cette année, ça se passait plus ou moins normalement. On allait, on demandait, comme on était là que un mois sur l'année, on demandait 2 visites par semaine. Et c'était accordé difficilement parce qu'on voit bien que là-bas il n'y a ni loin ni droit. Chacun vous dit ce qu'il a envie de dire. Mais je me disais, pendant cette année, avec tout ce qui se passe dans le monde arabe, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, et avec tous ces soulèvements des peuples arabes, et toutes ces révolutions, et tous ces changements, je me dis, cette année, ce sera peut-être une autre année, peut-être ce sera autrement. J'avais l'impression qu'on pourrait le voir plus, j'avais beaucoup d'espoir sur les visites de cette année. Il s'avère que ça a été un vrai calvaire et que les visites cette année, c'était vraiment une catastrophe si je devais les comparer avec les autres années. Il y a eu, pour les détenus dans la prison de Salé 1, il y a eu une ouverture un petit peu pas normale. Tout le monde pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Je pouvais téléphoner, je pouvais avoir mon mari au téléphone quasi tous les jours parce que tout le monde possédait dans cette prison un portable. Et tout le monde pouvait joindre sa famille. C'était comme ça pendant pratiquement toutes les autres années. Il y avait un lien. Il me disait les derniers jours, il me disait que toutes les cellules sont ouvertes et que tout le monde pouvait aller chez tout le monde. Et qu'il y avait une ouverture un peu pas normale au sein de la prison. On les laissait faire quasi tout ce qu'ils voulaient. Et on voyait qu'il y avait des vidéos
les détenus sortaient des vidéos qu'on pouvait visionner sur YouTube et ils racontaient leur torture, comment ils ont été torturés, comment ils ont été emmenés au centre de torture de Tamara. Ils racontaient énormément de détails et chaque jour, je pouvais voir une vidéo de quelqu'un qui racontait son calvaire. On a même vu une petite mise en scène entre détenus, comment on leur a fait, comment on leur a posé des questions, quelles questions, tout était un peu... Et je me disais que cette situation n'allait pas durer et qu'il allait se passer quelque chose. Juste après, il y a eu le pique-nique, le fameux pique-nique qui a été organisé par le mouvement du 20 février, le pique-nique autour du centre de détention de Tamara. C'était le 15 mai. Le 16 mai, il y a eu une sorte de... donc, ce jour-là, le 15 mai, il y a eu une répression de tout. Tout le monde a été tabassé autour, dans le pique-nique. Le lendemain, il y a eu une sorte de mutinerie dans la prison de Salé où certains détenus sont montés sur le toit et ne voulaient plus redescendre. Et ça a duré quelques jours. Ensuite, il y a eu une contre-attaque des autorités. Tout a été filmé. Et depuis, c'était la grande punition pour toute la prison, pour tous ces prisonniers de la prison de Salé 1. Donc, ce jour-là a commencé... J'ai eu mon mari le dernier jour, c'était un 14 mai, où il me disait, je pense que ça ne va plus, je pense que ça va aller mal à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais te joindre. Et il est vrai que depuis le 15 mai, je n'ai plus pu parler à mon mari. Donc, il y a eu une punition généralisée de tous ceux qui ont été responsables de cette mutinerie, comme tous les autres. Donc le dossier, tous les détenus, 28 qui sont restés, donc 28 du dossier Belirage, plus d'autres dossiers, d'autres islamistes, tout cela ont été punis. La majorité de ces détenus ont été déplacés vers la prison de Meknes. Seul mon mari est resté a été transféré vers la prison de Salé 2, ce qu'ils nomment eux le Guantanamo du Maroc. Et c'est là où se trouve Ali. Parce que Farida parlait de comment était détenu Ali. Et je savais que c'était à Salé. Et je disais que c'est mon mari, c'était pas dans les mêmes conditions, c'était beaucoup plus ouvert. Elle me parlait de quelque chose que je ne comprenais pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait Salé 1 et Salé 2. En fait, Ali se trouvait à Salé 2. Et maintenant, mon mari a été transféré vers Salé 2. Quand je suis partie au Maroc, et je savais que cette année, ce serait une catastrophe, que je ne pourrais peut-être pas le voir ou voir dans des conditions. Donc le lendemain, je me suis dit, même je n'ai pas un droit de visite, mais je vais quand même voir. Je vais devant la porte et je vais toquer et je vais voir, je vais rencontrer le directeur, je veux voir mon mari et je veux le voir directement. Et je n'ai pas voulu confronter mes enfants à cette première rencontre, donc je suis allée toute seule. Devant la porte, on me dit non, le directeur n'est pas là, vous ne pouvez pas le rencontrer. Je dis ok, j'attends ici. Au Maroc, on attend. Là où vous allez attendre des heures et des heures et des jours. Je n'ai jamais... L'administration au Maroc, c'est le calvaire. Vous pouvez attendre une journée sans rencontrer la personne que vous attendez. Que vous devez rencontrer. On vous prend vos passeports et tous vos coordonnées. Oui, le monsieur, il est là, mais vous allez attendre et attendre dehors. Au Maroc, ils n'ont pas de salle d'attente. Vous attendez dehors. Même au Conseil des droits de l'homme, j'ai été au Conseil des droits de l'homme, j'ai dû attendre dehors. Quand je suis rentrée à l'intérieur, c'est un bijou d'architecture musulmane et plein de salles d'attente, mais vous n'attendez pas à l'intérieur, vous attendez dehors, sous le soleil. J'ai attendu le directeur, elle me dit le directeur n'est pas là. Et vous devez l'attendre. Je dis ok, je vais l'attendre et s'il le faut, moi aujourd'hui je vais rencontrer même le ministre de la Justice, mais aujourd'hui je dois avoir une réponse. 10 minutes après, le directeur était à l'intérieur. Elle me dit vous pouvez rentrer, vous pouvez encore rentrer le directeur. Je dis par où il est rentré? Parce qu'elle me dit le directeur va passer par là si vous voulez le rencontrer. Il dit par où il est rentré? Il était à l'intérieur, le directeur, mais quand on veut vous barater, quand on veut vous renvoyer, on peut le faire facilement, il faut rester. J'ai rencontré le
pour lui dire, écoutez, j'ai besoin de 2 visites par semaine, j'ai besoin de plus de temps pour parler à mon mari et je voudrais aussi le voir directement. Et elle me dit, vous aurez 2 visites par semaine, vous aurez plus longtemps parce que c'est un quart d'heure. Donc on est devant la porte pendant 2 heures, 3 heures. On rentre, on est fouillé et ça prend 2 heures, 3 heures. Et quand vous rentrez voir la personne, vous la voyez pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on vous met devant. J'ai eu le privilège, j'étais trop déjà contente de pouvoir voir mon mari 2 fois par semaine et de pouvoir le voir ce jour-là sans rendez-vous. C'était pas mon jour de visite. Quand on me fait rentrer, les 3 autres années, c'était une table et des chaises et on pouvait le voir et on pouvait discuter avec lui. Mais là, c'était un grillage. C'était ici, je suis ici de ce côté et j'ai un grillage devant moi. Et puis, il y a 1 mètre de largeur, puis un autre grillage. Et lui, il est de l'autre côté. De mon côté, il y a un garde qui est là devant. Au milieu, il y a un garde qui est entre nous. Et de l'autre côté, il y a un garde pour lui. Et ça devait dire... Alors, vous êtes là, je n'ai jamais eu ça, ça fait depuis 3 ans, je n'ai jamais eu ça. On a eu... Mon mari pouvait avoir ses enfants dans ses bras, et on pouvait discuter, on pouvait rester des heures, on pouvait même manger ensemble, tout était... Cette fois-ci, c'était debout. Vous avez les mains plaquées contre le grillage, lui de l'autre côté, il ne s'attendait pas que j'allais venir. Et puis au bout d'un quart d'heure, vous n'avez pas encore commencé à parler, vous devez crier parce qu'on ne s'entend pas, c'est vraiment loin. Et au bout d'un quart d'heure, on vous met à la porte. C'était ma première visite. C'était ma première visite. Je suis sortie directement, je suis allée au bureau de M. Sabba pour lui demander, écoutez, je dois avoir mon mari directement, je ne peux pas ramener mes enfants. Donc, il y a des coups de fil qui... Le directeur, il me dit, c'est hors de question. Quand je vais vers Sabba, il me dit, oui, lui, il passe un coup de fil au directeur, il s'accorde avec lui, et la prochaine visite pourrait être directe. J'ai pu bénéficier de 2 visites directes avant de revenir. Direct avec mon mari, où il y avait mes enfants et moi, il y avait aussi ma belle-mère, et où mon mari pouvait prendre ses enfants. Je voulais discuter avec lui énormément, c'est sur une année. C'est 1 an où on ne peut pas se parler, on peut pas discuter. Je voulais parler des orientations des enfants. Mon fils va en 3e année secondaire et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Il n'y avait pas moyen, même d'avocat, même de ce qui se passe. Je voulais parler des révolutions parce que j'aurais jamais imaginé que mon mari, au moment des révolutions arabes, ne serait pas présent et ne verrait pas ça de près. Je dis, je regrette une chose, c'est que tu ne vois pas ce qui se passe en Égypte et que tu ne vois pas ce qui se passe en Tunisie. Et je regrette une chose, c'est que tu ne vois pas comment Moubarak et ses fils et comment le ministre de l'Intérieur sont jugés et comment ils sont derrière des barreaux et comment ils sont derrière un grillage. Ça me fait... Vraiment, parce que mon mari aurait voulu voir ça. Il suit ça de loin, mais... Et quand, après tout ça, il fallait courir et poireauter un jour devant le bureau de Sabba pour qu'il nous reçoive, je dois dire quelque chose de très positif pour ce monsieur, parce que c'est quelqu'un qui, parmi tous les autres, quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui fait pas mal de choses. Il m'a donné l'occasion de voir mon mari directement. La dernière visite juste avant de venir, on se présentait et je savais que ce jour-là, de Sabba, que je pouvais voir mon mari directement. Il lui a téléphoné au directeur pour dire cette visite c'est la dernière, laissez-la voir son mari directement. Mais le directeur n'a pas voulu que je rentre jusqu'à ce qu'il vienne. Donc je suis là à 9h et lui, il ne se présente à la prison qu'à 11h. Et je reste là à tourner et on est avec des enfants et on est avec le manger et avec ma belle-mère de plus de 70
que ce soit lui qui rentre et que je rentre derrière lui pour qu'il me dise oui, aujourd'hui vous pouvez aller voir. Ce jour-là, toutes les femmes qui avaient des enfants étaient interdites de rentrer. Parce qu'il y a eu ce jour-là, c'est comme si c'était une loi, c'est le directeur qui a dit ce jour-là que les enfants, les familles avec enfants, ce jour-là n'auront pas accès à la prison. Et je n'ai pas compris parce que jamais les enfants ont été interdits de rentrer en prison. Ce jour-là, ensuite, j'entends d'autres femmes qu'en fait, la veille, il y avait un homme qui voulait absolument prendre, derrière un grillage, qui voulait absolument prendre son fils dans ses bras, un bébé, et que un des gardes lui a permis, lui a ouvert la porte pour entrer, et que l'autre garde lui a dit non, et qu'ils lui ont fermé la porte au visage, que l'homme n'a pas pu avoir son fils dans ses bras, et il s'est frappé le visage contre le grillage, et il est devenu tout en sang. Sa femme s'est évanouie, et c'était la débandade dans la prison. Donc, demain, c'est une loi qui sort, les enfants sont interdits. Je pensais que le dernier jour, je ne pourrais pas rentrer avec mes enfants en prison. Mais à la venue du directeur, toutes ces femmes sont rentrées. On est resté poireauter des heures devant la porte parce que c'était interdit. Et d'un moment à l'autre, le directeur qui arrive, et c'est comme si tout le monde pouvait rentrer, et je pouvais aussi rentrer. Devant la porte, je n'ose pas, sur Facebook, je n'ai pas osé raconter le mot moi, parce que quand j'entendais les histoires des autres femmes qui venaient, elles, avec des bébés, moi aussi, au moins j'avais des garçons qui étaient là et qui étaient un peu résistants. Parfois, ils étaient très embêtants, mais ils étaient là. Et il y avait des femmes qui venaient de loin. Certains qui venaient de Moujda, par exemple, et certains qui venaient de Nador et qui se sont tapés 600 km ou 700 km toute la nuit en bus et qui arrivent en prison à 6 h du matin. Et ils attendent 9 heures pour rentrer. Et là, ça dépend si elles vont rentrer, si elles ne vont pas rentrer, si c'est leur jour de visite. Et beaucoup ont été refoulés devant la porte. Ils ramènent pas mal de manger. Ça, c'est interdit. Ceci est interdit. La moitié du manger reste. Les pastèques, c'est interdit. Et les melons, c'est interdit. Et les raisins, c'est interdit. Et tout est interdit, même pendant les jours du Ramadan. Des gens qui jeûnaient. C'est une souffrance, je n'osais même pas dire que, voilà, je n'osais même pas parler. Une femme qui avait un mari avec un quart de rein qui survivait, qui était malade et qui n'était pas hospitalisé, quand ils ont vu que son cas était très... Il a été emmené à l'hôpital. Elle était entre la prison et l'hôpital parce qu'à l'hôpital lui dit non, tu dois ramener un laissez-passer pour voir ton mari, et je sais que jusqu'à présent elle n'a pas pu voir son mari. On peut détailler là-dessus longtemps, et je dis que c'est tout simplement un calvaire devant la prison. Quand je rentre, je boue devant la prison, et quand je rentre et que je vois mon mari, c'est comme si il est là, j'ai dit j'ai envie de mettre une tente devant la porte de la prison et rester ici jusqu'à ce que je puisse avoir tout ce que je demande. Il me dit écoutez, pourquoi? Il est très serein, il est très fort. Il avait des centaines de livres dans sa cellule. Ils ne lui ont donné aucun livre. Il se trouve, quand je demande qu'est-ce que tu as dans ta cellule, il est venu chaque fois, pendant un mois, chaque fois qu'il devait venir, c'était le même pull et le même pantalon. Et quand je demande qu'est-ce qu'il y a dans ta cellule, il ne me dit rien. Il y a 2 couvertures et ils m'ont laissé ramener un Coran. Depuis le 15 mai. C'est une situation qui dure depuis le 15 mai. Il est en isolation totale. Il ne voit personne. Il est dans sa cellule. J'ai dit au directeur, écoutez, ses livres, je vous demanderai seulement de lui donner ses livres et de quoi, seulement de quoi écrire. Même pas un stylo, même pas une feuille pour écrire. Et pas ses livres, pas ses vêtements, rien. 2 couvertures dans une cellule et un Coran. Il me dit, je vis avec le Coran.
il est d'une sérénité incroyable, il est très fort, et c'est là que je reprends courage. C'est seulement, parce que quand on est dehors, on est désemparé. C'est seulement en le voyant que je reprends courage. Il me dit, écoutez, patientez, ça ne va pas durer, c'est vrai, c'est une punition. Ils sont en punition, en régime de punition, mais qui dure 5 mois. Légalement, la punition ne peut pas dépasser 42 jours. Et je dois m'estimer heureuse, parce que mon mari est resté à Salé, parce que ceux qui ont été emmenés à Meknès, c'est un autre calvaire, parce que j'ai entendu encore d'autres histoires, et c'est un autre calvaire. J'ai assisté à tous les rassemblements, les familles, les femmes des détenus sont là, leurs enfants devant la prison, ils se rassemblent quasi tous les dimanches pour crier tout leur désarroi. Mais on sent qu'au Maroc, il y a énormément d'ouverture, tout bout, mais c'est un petit peu causé toujours parce que nous, on fait exactement ce qu'on fait. Il n'y a pas de changement et je ne pense pas aussi que le changement c'est pour demain ou après-demain. Je ne sais pas si je peux faire un lien avec le fait que Rachida n'est pas suffisamment, peut-être pas, pratiquement pas du tout, médiatisé le cas de son mari, et que nous, de notre côté, le comité de soutien est bougé énormément, médiatisé excessivement le cas de Ali. Mais donc je suis triste de... Je suis désolée, Rachida, mais tant mieux pour Ali en tout cas. Ce régime dont elle parle, donc ce régime sévère, a quand même été, a duré quand même pas mal de mois pour Ali. Mais après un certain moment, donc je ne sais plus exactement à quel moment précisément, mais je pense que c'est à partir du mois d'avril, lors de la première audience, qu'on a réalisé que l'affaire de Ali était quand même très fort suivie, médiatisée, soutenue par des comités, 60 avocats qui ont signé symboliquement le soutien de l'affaire Ali. Mais en tout cas, il en résulte qu'au départ, effectivement, on lui avait enlevé tout objet, donc il était dans une cellule en isolation constamment, donc seul, contrairement aux gens qui se trouvaient à Salé 1, donc lui il était dans le pavillon 2, et donc il était entre 4 murs seul, il n'avait aucun livre, pas de quoi écrire, pas de papier, juste quelques vêtements que l'avocat a pris le soin de lui acheter parce qu'on lui a demandé, vu qu'on n'a pas de famille au Maroc, et que même Ali avait exprimé le souhait d'avoir de la peinture ou quelque chose à faire parce qu'il ne savait vraiment pas quoi faire de ces journées qui vous l'imaginez, deviennent extrêmement longues lorsqu'on n'a rien à faire à part penser, réfléchir et tourner en rond dans cette cellule. Donc par la suite, donc, on va dire qu'à partir du mois d'avril, moment auquel on lui permet finalement à établir un premier contact téléphonique avec son épouse, donc qui vit à Melilla chez mon père. Donc un appel par semaine, donc qui dure 5 minutes. Enfin, on va dire que le petit contact s'établit. Et à partir de ce moment-là, ce qui est assez étrange, bizarre, on pourrait le qualifier ici comme honteux, mais malheureusement on doit se réjouir même de ce qui est honteux quand ça va à l'avantage du proche qui est en détention, c'est que les fonctionnaires disaient à Ali, tu vois, chez nous on te traite bien, hein, ce n'est pas ici qu'on t'a torturé, ce n'est pas ici qu'on t'a infligé la maltraitance, c'était avant qu'on t'amène dans ces centres de détention. Et donc on essaye de l'appeler Si Ali, donc qui est ce qui veut dire Monsieur Ali, pour lui donner une certaine importance, donc on commence à le respecter.
Et finalement, au mois du Ramadan, donc, enfin, petit à petit, on lui remet ses objets privés qu'il avait lorsqu'il était en détention en Espagne aussi. Petit à petit, donc, on lui donne du papier, de quoi écrire. On lui donne sa montre parce qu'il était aussi déconnecté du temps. Donc, il n'avait aucune notion du temps. Il avait juste les appels à la prière très très lointaines qui lui parvenaient et qui donc lui permet un petit peu de déterminer à quel moment de la journée on était. Mais sinon, donc, il était vraiment coupé du monde pendant quelques mois et là, ça a commencé à aller légèrement mieux. Et on a même vu du favoritisme quand j'entends donc ce que dit Rachida par rapport aux visites à son mari. C'est que quand sa femme et d'autres membres proches de la famille sont allés jusqu'à Salé, donc de Melilla à Rabat, on a, je pense, 8 heures de route. Et donc, quand ils sont allés pour lui rendre visite, ils doivent se tenir au jour, je pense que c'est le vendredi, le jour de visite. Le vendredi. Pour lui, ça a été chaque fois un vendredi, donc on lui permettait. Et que contrairement aux autres membres, aux autres proches des co-détenus, ça a été donc un quart d'heure. Pour les autres, pour Ali, on pouvait prolonger jusqu'à 2-3 heures d'affilée et dans une pièce où on pouvait le rencontrer. J'ignore si c'est dû au fait qu'on a médiatisé, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, lui, Ali, il croit que c'est ça parce qu'il dit continuer dans la même voie, on me traite mieux. Et même pendant le Ramadan, on lui a apporté de la bonne soupe, ce qui était étonnant. Il a dit on m'apporte de la bonne harira et même on prévoit un petit quelque chose qu'il puisse manger avant, donc pour comme on dit chez nous. Donc voilà. Lui, on va dire que les traitements au niveau de la détention sont plutôt, on va dire, positifs dans cet horrible état qui est celui de rester seul, isolé, entre 4 murs tout ce temps. Mais que voilà, maintenant, il peut écrire, quoique, même s'il n'avait pas de quoi écrire, il disait, ça n'a pas d'importance, j'ai tout retenu. Donc tout ce qu'on lui a infligé depuis le départ. Je vais juste demander que nos deux invités disent un mot pour finir leur exposé, un peu sur les perspectives et à quoi s'attendre peut-être dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Voilà. Oui, je voulais ajouter quelque chose concernant le traitement de Ali et puis le traitement des autres. Ils font très attention. Ça a été aussi le cas avec Abdelkader. Donc, oui, les détenus venus de l'Égypte ont un traitement. La preuve, tout le monde a été transféré vers après la mutinerie. Donc, tout le monde a été transféré vers Meknès. Seul Abdelkader n'a pas été emmené et on lui a infligé un régime très serré, mais il n'a pas été emmené de l'autre côté. Et puis, j'ai compris quand on me refusait la visite directe, je comprenais qu'il n'y avait pas. Je devais aller au procureur du roi. Je suis allée au procureur du roi qui a téléphoné au directeur, qui lui a dit essaie de trouver un moyen pour qu'il y ait une rencontre. J'avais compris qu'il n'y avait pas de moyen, que cette prison ne prévoyait pas des rencontres entre familles directes. Mais ce que j'ai compris par après, que par exemple, comme Ali avait le droit à une visite directe et qui pouvait durer des heures, qu'il y avait par exemple des détenus du Polisario, par exemple, qui eux avaient directement étaient très privilégiés. Et c'est ce qu'il m'avait dit aussi, avaient un énorme privilège parce que un certain soutien et qui venait de l'extérieur, par l'ONU, par l'Union européenne, et chaque fois qu'il y a un soutien de l'extérieur, il y a un autre traitement, un traitement différent au niveau du Maroc. C'est-à-dire, je pense que la solidarité ici joue vraiment joue un rôle sur la façon dont les détenus sont traités, parce que
quand je compare comment mon mari, avec tous ces problèmes, comment il a été, lui, traité, et comment les autres du même dossier ont été traités, transférés le même jour, transférés, mis dans le jour du transfert, ils ont été mis dans un car, dans un bus en fer, et qu'ils ont été là depuis 6 h du matin jusqu'à 11 h du soir, pour que le bus parte, qu'ils étaient là, qu'ils ont été emmenés sans leurs médicaments, sans leurs vêtements, qu'ils étaient dans la prison de Salé, même pour arriver à cette prison, on dirait dans un désert. La difficulté avec laquelle sont traités ces détenus est complètement différente de ceux qui, soi-disant, sont venus de Belgique. Donc il y a quand même un traitement de faveur pour ceux qui arrivent, même détenus, mais de Belgique, parce qu'il y a une possibilité de soutien qui vient de l'extérieur, ou alors de ternir l'image. Je pense que le Maroc pense énormément à son image de l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Donc le soutien ici à n'importe quel détenu, que ce soit les Marocains ou même ceux qui étaient ici, qui ont été détenus là-bas, je trouve qu'ils jouent un énorme rôle dans le traitement de ces détenus sur place. Ben voilà, de notre côté, on aimerait bien, et on va aussi avoir une petite pause, parce que sur le programme, on a encore 1 heure, mais donc on a encore les images vidéo avec les interviews des avocats, et on a le point sur la double nationalité, dans lequel je pense qu'on peut réserver aussi des questions encore que vous avez pour Farida et Rachida. D'accord? Donc, on propose une pause d'une quinzaine de minutes. Comme ça, on a aussi l'occasion d'un peu parler entre nous, de peu voir les différentes listes sur lesquelles il faut s'inscrire, de vous procurer des cartes à envoyer, etc. Donc, ça, c'est une chose. Je veux juste dire que notre appel pour l'unité, il est là. L'appel entre l'unité qu'on essaie de réaliser ici, derrière cette table, et dans la pratique, dans l'affaire, pour qu'on annule tout simplement le procès Belirach et le procès Ali Abbas, qu'on libère tous les détenus qui ont été enfermés pour ça. Je pense que c'est un message clair qui sort d'ici. Et Farida était déjà notre sœur ou notre mère, comme vous voulez. Je pense que Rachida qui a dit « j'ai pas de père ici, j'ai pas de maman ici, j'ai pas de frère ou de sœur ici », je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est tous sa famille et qu'elle peut compter sur lui. Merci. Voilà la carte à envoyer et je pense qu'un pot pour le soutien il est à côté. Merci. 1 quart d'heure de pause.